Le burn-out. On en entend parler absolument partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? On a souvent cette image d'une sorte de faiblesse personnelle, d'un manque de résilience. Eh bien aujourd'hui, on va voir que la réalité est beaucoup plus complexe, et que le vrai problème se trouve souvent ailleurs, du côté de l'organisation du travail. On commence avec cette phrase. Cette idée reçue, ce stéréotype qu'on a tous déjà entendu, que ce soit au bureau ou entre amis. Ah, il est en burn-out, il devait être un peu fragile. C'est une petite phrase qui, l'air de rien, met tout le poids, toute la faute sur les épaules de la personne qui souffre. Eh bien non, c'est faux. Complètement faux. Et la nuance est absolument essentielle. Les personnes qui tombent en burn-out ne sont pas fragiles, elles ont été fragilisées. Et ce simple changement de mot, vous allez voir, ça change toute la perspective. Alors, plongeons là-dedans. Passer de fragile à fragilisé, ce n'est pas juste un jeu de mots, c'est un vrai changement de regard. On arrête de pointer l'individu du doigt et on commence enfin à regarder ce qui se passe autour, l'environnement de travail, l'organisation, les conditions réelles. C'est là que se trouve la clé du problème. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Imaginez Claire, une responsable des ressources humaines. Depuis des mois, c'est la galère, coupe budgétaire, postes non remplacés et la charge de travail qui, elle, explose. Claire, elle est consciencieuse, elle veut protéger son équipe, alors elle se donne à fond. Elle bosse le soir, les week-ends. Mais en plus de ça, elle doit gérer des conflits de valeurs, des dossiers un peu limites, des décisions qui vont contre son éthique. Et puis un jour, c'est le mur. Son corps dit stop. Alors la question c'est, Claire était-elle fragile à la base, ou est-ce que son organisation, jour après jour, l'a usée, l'a fragilisée jusqu'au point de rupture? L'histoire de Claire nous amène directement à une notion très importante, celle de milieu de travail pathogène. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est simple. C'est un environnement qui, par sa structure même, finit par rendre les gens malades. Il les use systématiquement, même les plus engagés, même les plus solides. Bon, qu'est-ce qui rend un environnement de travail toxique? La recherche a identifié 6 grands facteurs de risque. Il y a bien sûr la charge de travail et la pression constante, ça c'est l'évidence. Mais il y a aussi des choses plus insidieuses. Le manque de reconnaissance par exemple, ce sentiment de ne jamais être valorisé pour ses efforts. Les conflits de valeurs, quand on vous empêche de faire du bon boulot. Ou encore le manque d'autonomie, l'impression de n'avoir aucune prise sur son travail. Et puis évidemment, de mauvaises relations avec les collègues, le manque de soutien et cette insécurité permanente qui peut planer. Mais attention, c'est très rare qu'un seul de ces facteurs fasse tout basculer. En général, c'est le cocktail, c'est l'accumulation chronique de plusieurs de ces problèmes qui vient petit à petit vider nos batteries mentales et émotionnelles. Au bout d'un moment, on n'a tout simplement plus la ressource pour faire face. Le burn-out, ce n'est donc pas un événement soudain. Ce n'est pas un fusible qui saute d'un coup. Non, c'est un processus d'érosion lent et progressif. C'est comme l'eau qui creuse la roche, goutte après goutte. C'est une dégradation de la relation qu'on entretient avec son travail qui s'installe sur des mois, voire des années. Pour le décrire, on utilise souvent un modèle qui parle de 3 dimensions. La première, c'est le cœur du réacteur, l'épuisement émotionnel. On se sent vidé, complètement à plat. Ensuite, il y a le cynisme ou la dépersonnalisation. Pour se protéger, on met de la distance, on développe une attitude négative, détachée. C'est une sorte d'armure. Et enfin, la 3e dimension, c'est la perte du sentiment d'accomplissement. On a l'impression d'être inefficace, que ce qu'on fait ne sert à rien. Et cette descente, elle suit souvent un chemin assez prévisible. Tout commence par le surinvestissement. On est à fond, on veut bien faire, on en fait toujours plus. Cette phase mène souvent à la négligence de ses propres besoins, au déni des premiers signaux d'alerte. Puis, face à la souffrance, on se protège en se retirant, en devenant cynique. C'est la 3e étape, souvent juste avant l'effondrement final, le moment où le corps et l'esprit ne peuvent tout simplement plus suivre. C'est aussi très important de ne pas tout mélanger. Le burn-out est spécifiquement lié au travail, à une perte de sens dans son activité professionnelle. La dépression, elle, est plus globale. Elle touche toutes les sphères de la vie, avec une perte de plaisir généralisée. Quant au stress chronique, c'est une réaction à une trop forte pression, un déséquilibre, mais qui ne remet pas forcément en cause le sens qu'on trouve dans son travail. Alors, on fait quoi? Eh bien, si le problème est organisationnel, la solution doit l'être aussi. Il faut réparer le travail, pas les travailleurs. C'est ça le point crucial. La responsabilité première de la prévention et de la solution, elle incombe à l'organisation. On peut distinguer 2 types d'approches. D'un côté, il y a les stratégies personnelles, faire de la méditation, mieux dormir, apprendre à dire non. C'est utile bien sûr. C'est un peu comme mettre un pansement sur une plaie. Ça protège, ça aide à tenir, mais ça ne s'attaque pas à la racine du problème. Le vrai remède, la guérison, ce sont les solutions organisationnelles. Ajuster la charge de travail, améliorer la reconnaissance, clarifier les rôles. Concrètement, comment on agit? D'abord, on arrête de faire l'autruche et on parle vraiment de la charge de travail. On donne les ressources nécessaires pour la faire.
Ensuite, il est crucial de restaurer la coopération, de créer des espaces où on peut débattre du travail sans tabou. Il faut aussi clarifier qui décide de quoi, redonner de l'autonomie et bien sûr assurer une reconnaissance juste. Enfin, il faut former les managers pour qu'ils se concentrent sur la qualité du travail, pas seulement sur des indicateurs chiffrés. Et ce point sur la qualité du travail, il est fondamental. Il y a cette phrase qui le résume parfaitement. La qualité du travail est un soutien psychique majeur. Quand elle est empêchée, l'identité s'abîme. En d'autres termes, quand on nous empêche de bien faire notre travail, un travail dont on pourrait être fier, on ne s'attaque pas juste à une tâche, on s'attaque à nous, à notre identité professionnelle. Et c'est ça qui nous ronge. Bon, si on devait résumer les points essentiels à retenir, l'idée c'est vraiment de recadrer complètement notre compréhension du burn-out. Le message le plus important, c'est celui-ci. Le burn-out n'est pas un signe de faiblesse. C'est une blessure infligée par un environnement de travail toxique et qui touche le plus souvent des personnes très engagées, des gens qui aiment leur métier et qui veulent bien le faire. Pour finir, on va se quitter sur une question qu'on peut se poser individuellement mais aussi collectivement dans nos équipes. Est-ce que notre travail nous construit ou est-ce qu'il nous fragilise ? La réponse à cette question est sans doute au cœur de la prévention du burn-out et de la construction d'un monde du travail plus sain. Merci de votre attention.